politique, Jean-Michel Apathy, vous recevez Jean-Baptiste Djebbari. Jean-Baptiste Djebbari, effectivement, Julie. Bonjour, monsieur Djebbari. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire d'État au transport depuis... Merci. Ah pardon, oui c'est ça, vous êtes secrétaire d'État au transport depuis peu de temps, septembre, voilà, et vous arrivez à une période vraiment particulière et difficile pour notamment cette grande entreprise qu'est la SNCF, qui change aujourd'hui d'ailleurs de président. Guillaume Pepy, après 11 ans de présidence de la SNCF, laisse la place à Jean-Pierre Ferrandou. Et ce que l'on a aussi devant nous, ce sont des conflits à la SNCF qui perturbent le transport des voyageurs. Alors pour parler précisément, puisque nous sommes le week-end du 1er novembre, de ce qui peut attendre les voyageurs, notamment sur l'axe Atlantique. 8 TGV sur 10, vous confirmez, c'est ça 8 TGV sur 10 aujourd'hui. L'ensemble du trafic TGV sera normal pendant le week-end. Donc les Français devraient... Normal 8 sur 10, c'est pas normal. Hein. Sur l'axe Atlantique, mais sur les autres axes, le trafic TGV sera normal, ce qui devrait permettre aux Français de revenir de leurs vacances de la Toussaint ce week-end. Et 8 TGV sur 10, ça permet d'acheminer la plus grande partie des voyageurs qui sont par ailleurs informés par texto, par téléphone, par les services de la SNCF qui ont eu le temps de préparer un petit peu le week-end. On ne devrait pas connaître les problèmes qu'on a connus le week-end dernier. Non, et heureusement, parce que je crois que ça a beaucoup déçu les clients de la SNCF, les Français qui n'ont pas compris les mouvements sociaux qui s'étaient organisés un peu en dehors des règles. Un peu en dehors des règles, même tout à fait, puisqu'il y a une règle sur le service minimum qui n'a pas été respectée par ceux qui n'ont pas assumé leur charge de travail. Parce que des sanctions contre eux. Le droit de retrait, qui est un droit individuel, qui dit que quand vous êtes face à un danger grave ou immédiat, vous pouvez vous retirer, qui est un droit du Code du travail, qui est évidemment important. Ce droit de retrait, il a été détourné de sa vocation initiale et il a été organisé collectivement la veille, dans la nuit du jeudi au vendredi, pour quelque part impacter le maximum de Français qui partaient en vacances le vendredi matin. Et donc ça, nous l'avons dit tout de suite. Je crois que ça a déçu les Français et nous avons appelé tout le monde à reprendre le travail. Cela s'est apaisé, mais nous avons encore des conflits comme au Technicentre de Châtillon. On va en parler. Il faut prendre des sanctions contre ceux qui ont détourné le droit du retrait. Nous avons dit, les sanctions, elles existent déjà, puisqu'il y a des sanctions qui... En tout cas, il y a un non-paiement des jours de grève, puisqu'il s'agit d'une grève, et la SNCF s'y tiendra. La SNCF a dit qu'elle n'irait pas devant le tribunal de grande instance pour faire qualifier le mouvement social, parce qu'elle est aussi devant des transformations qui sont profondes. Vous avez dit l'arrivée de Jean-Pierre Ferrandou, je crois que c'est aussi le moment d'impulser une nouvelle dynamique et de se projeter dans ce qui peut être un avenir positif pour la SNCF. Donc je comprends cette décision, mais je crois qu'il faut être à la fois dans cette pleine ouverture, d'acter les changements, la transformation profonde des métiers, l'ouverture à la concurrence, la structure de l'entreprise qui elle-même change, et puis d'être ferme sur les règles du droit, parce que les règles du droit, elles protègent bien souvent les usagers, les voyageurs, mais aussi les salariés. Et quand on ne respecte plus les règles, on prend aussi le risque des exactions ou des difficultés sur le terrain. Et puis on prend le risque aussi que ceux qui écrivent ou qui coécrivent les règles, finalement, soient questionnés dans leur légitimité. Et je pense que pour les syndicats, il y a aussi peut-être cette dimension-là à avoir en tête. Alors les perturbations actuelles sur l'axe Atlantique sont liées, vous en avez fait une courte allusion, à des arrêts de travail dans le Technicentre, voilà, de Châtillon, mais on a appris hier que d'autres technicentres, alors là ce sont des endroits où on assure la maintenance des trains, et donc cette maintenance n'est plus assurée comme elle devrait l'être. D'autres centres menacent aussi ces informations... Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Ouen. Vous redoutez A priori, ces informations ont été démenties par la direction de la SNCF. Mais oui, mais qui a raison, qui a tort? Parce que les syndicats disent plus d'une centaine de techniciens se sont arrêtés à Villeneuve-Saint-Georges et à Saint-Ouen. Il y a eu des discussions, avec la direction de la SNCF, et donc il n'y a pas eu d'arrêt de l'exploitation du centre. Il y a eu des discussions entre les directions des centres. Il n'y a pas eu d'arrêt. Donc pas de perturbations supplémentaires. Donc pas de perturbations supplémentaires, mais ce que je dis sur le technicentre, puisque c'est intéressant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu dans ce technicentre un projet de restructuration, en tout cas de réorganisation du temps de travail. Et il a été retiré, c'est ça. Le projet a été retiré, mais aujourd'hui nous avons un certain nombre d'agents qui demandent une prime pour reprendre le travail ou le paiement des jours de grève. Je crois que là-dessus, il faut être clair, la direction l'a été. Aucun Français ne pourrait comprendre aujourd'hui que des gens bloquent un centre et qu'on leur paye leur jour de grève ou qu'on leur donne une prime pour reprendre le travail. On va entendre un syndicaliste de la SNCF. C'est intéressant, il évoque le climat social et il décrit, puisque lui, il est à l'intérieur, les raisons qui, selon lui, font qu'il y a un mauvais climat social à la SNCF. On écoute. Aujourd'hui, il nous montre encore qu'il n'y a pas de dialogue social, ni avec les cheminots, ni ils nous méprisent, ils méprisent les cheminots, mais par la même occasion, comme je l'ai dit, je le répète, c'est aussi du mépris pour tous les Français qui sont en vacances. Quand même un sale climat à la SNCF. C'est l'ancienne direction qui en est responsable? Non, mais je pense qu'effectivement, il faut retrouver une nouvelle dynamique dans le dialogue social. Il y a eu beaucoup de transformations, on l'a dit, y compris sur le dialogue social. Avant, vous aviez
beaucoup d'instances locales, peut-être qui n'étaient pas en capacité de décider beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'instances très centralisées, très parisianisées, si je le dis d'un mot. Et je partage l'idée avec Jean-Pierre Farandou qu'il faut retrouver peut-être un échelon intermédiaire pour discuter. Il a parlé de mettre en place un DRH régional qui pourrait parler des problématiques des métiers, qui pourrait parler de l'évolution des conditions de travail. Et je partage avec lui cette idée que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir à l'échelon régional une capacité d'écoute et de décision. Ça va être long de modifier les choses. Hein. Une grosse administration. Mais vous savez, cette histoire, c'est vrai, c'est long. Et vous avez raison de rappeler que, par exemple, le technicien de Châtillon, l'histoire date des années 90. C'était à l'époque de l'inauguration de la ligne TGV par François Mitterrand. Et à l'époque, ce centre a été rentré en grève. Et ce que m'a expliqué Guillaume Pépi, c'est que c'est à ce moment-là qu'on avait octroyé à ce centre 12 jours de repos complémentaires. 12 jours, 2 semaines et demie de repos complémentaires. Et c'est dans la normalisation de la SNCF que cet accord a été dénoncé. Et donc, vous voyez, les histoires, finalement, les traditions perdues. Les donc histoires ça va être long. Vous avez pu dire que vous souhaitiez qu'il y ait un retour à la normale d'ici un mois, mais en fait ça risque de prendre beaucoup de temps. Non, ce que je veux dire, de c'est changer les relations sociales à l'intérieur de la SNCF. Oui, mais moi je prends acte du fait que la SNCF est en pleine transformation. C'est une réalité. On a fait la réforme ferroviaire l'année dernière, arrêt du recrutement au statut à compter du 1er janvier 2020, nouvelle direction avec beaucoup de changements, ouverture à la concurrence qui arrive très bientôt. Donc on a vraiment un changement qui est majeur à la SNCF. Ça s'accompagne évidemment, notamment d'un grand plan de formation et d'investissement dans les compétences. Mais ce qui est certain, c'est que ça doit se faire dans le respect des règles et que Jean-Pierre Farandou, avec sa nouvelle équipe, doit trouver les moyens d'apaiser le dialogue social. Et l'État prend sa part, puisque vous savez que nous conduisons la réforme des retraites. L'État s'était engagé à recevoir les différents syndicats. J'ai reçu les syndicats de la RATP il y a 15 jours. J'ai reçu avec Jean-Paul Delevoye les syndicats de la SNCF hier, en tout cas les deux qui sont venus, l'UNSA et la CFDT, et nous tenons l'engagement de discuter, s'agissant de la réforme des retraites, des modalités de transition du système actuel vers le système universel. On va parler plus précisément de la retraite. CGT Sudrail n'était pas à la réunion d'hier, c'est un signal qui vous inquiète ? Non, il l'avait dit. Il l'avait dit, mais le fait qu'il ne soit pas venu, ça vous inquiète ? Il se trouve que je les connais un peu, puisque je les ai pratiqués pendant la réforme ferroviaire il y a un an et demi. Ils étaient venus aux premières auditions, et puis après, ils n'étaient plus venus, et on n'avait pas pu discuter avec eux, en tout cas, c'est pas bon signe. Construire la c'est eux qui appellent la réforme CGT ferroviaire. Pour l'instant, Sudrail à la grève du 5 décembre, à la SNCF, à la RATP, qu'ils ne participent plus à la discussion, ça n'est pas bon signe. J'ai gardé les créneaux dans mon agenda pour les recevoir systématiquement. Je les ai appelés, j'ai eu des contacts d'ailleurs assez directs avec eux, pour leur dire que nous étions ouverts à la discussion. Je connais leur posture, leur position politique. Non, leur posture c'est une politique. posture. Leur position politique. D'accord. Non, il y a de la sincérité chez CGT et Sud. Mais leur position politique, je la connais. Je les invite à venir discuter, mais je sais que cela est peu probable dans les jours qui viennent. D'accord. Alors, Emmanuel Macron a évoqué la situation à la SNCF, dans les services publics en général, à propos des régimes spéciaux de retraite. Et il a semblé dessiner, on n'a pas bien compris, donc si vous apportiez des précisions, Jean-Baptiste Djebbari en serait tout à fait heureux, une porte de sortie peut-être qui permettrait de détendre la situation. On écoute le chef de l'État, c'était au début de la semaine sur RTL. Moi, je comprends tout à fait quelqu'un qui est à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans et qui proteste. Et donc, il faut qu'on trouve une solution intelligente. Quelle peut être la solution intelligente qu'évoque le chef de l'État ? C'est ce que je décrivais à l'instant. Nous avons par exemple hier posé 2 bases de discussion. Une base de discussion sur la pénibilité, le travail de nuit pour le dire simplement, et une base de discussion sur la conversion des droits acquis dans le système actuel vers le système par points. Et donc il faut que finalement dans chaque secteur, on trace le chemin de la convergence vers le système universel. C'est ce que moi je fais avec les secteurs des transports. Quand vous le dites comme ça, peut-être pas parce que c'est technique, mais peut-être que les gens qui sont dans le dossier comprennent mieux. Mais si vous parlez de la pénibilité, c'est-à-dire que la situation de salarié à la SNCF pourrait valoir des points supérieurs dans le nouveau, davantage de points dans le nouveau régime ? D'abord, les syndicats ont des propositions qu'ils nous font, et ce que nous avons dit, c'est que nous expertisons, en tout cas le Haut Commissariat à la retraite, qui est spécialisé de tout ça, expertise chacune des propositions des syndicats et fera une restitution à ces mêmes syndicats au cours des prochaines réunions. Et puis, c'est très important parce qu'il faut faire la conversion des droits qui sont acquis dans le système du passé, qui sont le fruit de plein de choses. Il y a plein de primes, par exemple, qui n'étaient pas prises en compte dans l'ancien système et qui, demain, puisque nous emportons l'ensemble des rémunérations et des primes dans le système universel, doivent être prises en compte. Et donc ça, effectivement, c'est du paramétrage un peu fin, c'est très technique, mais c'est ce qui se fait
avec les syndicats très concrètement. Après, un peu trop pour nous, mais je voudrais juste revenir sur la pénibilité. Oui. Si ça peut valoir davantage de points pour les salariés de la SNCF, c'est une manière de recréer des régimes spéciaux. Non, c'est une manière de prendre en compte. Non, c'est une manière de prendre, parce que la pénibilité, elle affecte des métiers aujourd'hui. S'il y a un régime spécial aujourd'hui à la SNCF, oui, c'est parce qu'on a dit à l'origine, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que le travail est pénible, donc régime spécial de retraite, donc vous partez plus tôt. Les métiers ont évolué, vous avez plein aujourd'hui de métiers qui s'exercent la nuit, qui sont considérés comme étant plus difficiles que d'autres, et donc l'idée d'avoir une équité mieux partagée et de remettre en place haut à plat ce que sont les métiers aujourd'hui et ce qu'ils seront demain, et de tracer comme ça, de voir comment on adresse la spécificité de chaque métier, c'est bien ce qu'on fait avec l'ensemble des secteurs. Et ce que je veux dire, c'est que le travail que je fais comme d'autres ministres avec les différents secteurs concernés, nous le faisons collectivement jusqu'à la fin de l'année, c'était l'engagement de l'État, et après le Premier ministre et le Président de la République qui l'ont dit, et cela a encore été réitéré à l'instant, que toutes les options étaient sur la table. Eux prendront les décisions, ou en tout cas opteront pour la solution la plus satisfaisante. Donc la porte de sortie qu'évoquait le Président, c'est quand même de traiter à part, dans le système des retraites, les salariés de la SNCF et peut-être d'EDF ou d'autres entreprises. Nous avons dit que pour chaque régime ou pour chaque secteur particulier, nous trouverions le bon chemin. Donc nous restons trouver le bon chemin. Un chemin qui diffère du régime général. Ça veut dire prendre en compte les particularités de chaque secteur, de chaque métier. Quel moment cette réforme entrerait en vigueur, ou plutôt qui est-ce qu'elle concernerait? Est-ce que à la SNCF, peut-être à EDF aussi, il faut s'acclimater à l'idée que ceux qui aujourd'hui ont un statut particulier le garderont? Ce qu'on appelle, je crois, la clause du grand-père. Et puis, seuls les nouveaux entrants, au regard de la retraite, auront le Ce que vous dites, c'est qu'un certain nombre de syndicats aujourd'hui ont des propositions, notamment effectivement que le système s'applique pour l'avenir, pour ceux qui rentreront demain. Pas pour ceux qui sont aujourd'hui dans l'entreprise. C'est acceptable porté par les syndicats. En tout cas, ce que nous avons dit, c'est que nous expertisions toutes les solutions. Nous avons reçu leurs propositions, y compris celle-là, mais toutes. Nous avons dit que toutes les options étaient sur la table. Enfin, ça fait longtemps qu'elles sont sur la table. Pas si longtemps que ça, et par ailleurs, parfois, c'est plus complexe que simplement la date de 2025 ou de 2020. Donc, nous sommes ouverts à la discussion, nous recevons ces propositions, nous les expertisons, et après, le Premier ministre et le Président trancheront en fonction de ce qui leur paraîtra le plus satisfaisant. Vous allez faire une synthèse du dialogue que vous avez avec les syndicats de la SNCF le 22 novembre, voilà, quelques jours avant le mot d'ordre du 5 décembre. Est-ce que vous direz là, précisément, si de votre point de vue, il est bon ou pas que le système en vigueur ne s'applique qu'aux nouveaux entrants? Ce que nous avons dit précisément au syndicat hier, c'est que nous allons discuter, nous avons 4 réunions d'ici au 22 novembre pour discuter précisément pénibilité et conditions d'ouverture des droits, pour le dire simplement. Et le 22, nous ferons une réunion de synthèse pour acter les points de convergence et les points de divergence. C'est cela que nous allons faire. Ça n'engage pas à grand-chose. C'est ce sur quoi nous nous sommes engagés avec eux, et c'est la façon dont nous allons dérouler les échanges avec ces syndicats qui... Et donc on ne saura pas le 22 novembre si la réforme des retraites s'appliquera à ceux qui sont déjà dans les entreprises publiques ou pas. Donc nous sommes au travail avec eux pour construire... Nous ne le saurons pas le 22 novembre. Non, mais le 22 novembre, je l'ai dit, et c'est pas la langue de bois, c'est réellement comme ça que ça va se passer. Nous allons établir un document qui dira sur ces points-là, nous avons trouvé des points d'accord et nous convergeons. Sur ces points-là, nous sommes en désaccord pour telle et telle raison. Et ce sera mis noir sur blanc. L'objectif que nous avons, c'est d'objectiver le maximum possible les points qui peuvent être des points d'accord avec les syndicats qui aujourd'hui font le pari du dialogue social. Jean-Paul Delevoye avait dit qu'il n'était pas favorable à la clause de ce qu'on appelle la clause du grand-père. Oui, il a dit. C'est une position que vous partagez? Il l'a dit à titre personnel. Moi, je partage la position que les options... Vous savez, si vous rentrez dans le dialogue en disant j'ai mon option préférentielle à l'exclusion de toutes les autres, ça ne peut pas marcher. Bon. Donc moi, je reprends les paroles du Premier ministre et du Président qui sont très claires, qui disent toutes les options sont ouvertes, nous les étudions sérieusement, avec considération, et le moment venu, ceux qui doivent trancher, trancheront. C'est encore complexe, voire peut-être un peu confus. Vous redoutez la journée du 5 décembre? Ça va être une journée très suivie, puis peut-être après, ce sera peut-être une grève illimitée du point de vue des syndicats, donc on entre sans doute dans un conflit assez difficile. La crainte est toujours mauvaise conseillère en politique, mais la SNCF prépare la journée du 5 décembre de manière à ce que les Français soient informés et puissent avoir des solutions alternatives de transport, et puis nous travaillons jour après jour pour faire baisser le niveau de tension, donner de l'information et construire ce que sera demain le système de retraite pour tous. Avant d'être ministre, Jean-Baptiste Djebari, vous étiez député de la Haute-Vienne, oui, et vous siégiez à la Commission du développement durable. Conviction écologique? Je crois générationnellement un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je crois que je fais partie d'une génération qui n'a plutôt pas été très bien éduquée à l'écologie dans la société de consommation, et je crois que, d'ailleurs je constate que même mes habitudes ont beaucoup changé ces 2-3 dernières années, donc je crois que je fais assez bien le reflet de cette génération qui s'est convertie. Écolo à votre manière?
Non, mais Un point de vue positif sur Greta Thunberg qui peut faire l'objet de beaucoup de critiques. point de vue positif pour le cri d'alarme qui résonne dans la société, mais après, interrogation sur les solutions qu'elle propose. Et je trouve que nous devons être, nous, responsables politiques dans l'agenda des solutions et pas dans le cri permanent, parce que quand vous criez, finalement, vous ne posez jamais le cadre de ce qu'il est possible de faire. Et je crois que l'important pour les politiques, c'est de poser le cadre du possible. On a vu la photo Greta Thunberg qui arrivait à New York en voilier parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion. Et on voit, venu d'Europe du Nord, ce mouvement qui essaie de culpabiliser les gens qui prennent l'avion. Comme vous êtes secrétaire d'État au transport, je veux savoir ce que vous pensiez de ces mots d'ordre assez populaires dans les jeunes générations. Déplacez-vous autrement. L'avion, ça pollue. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Moi, je dis oui, l'avion, ça pollue, comme tous les modes de transport. D'ailleurs, il y a des systèmes plus que le train. Il y a des systèmes de compensation qui existent, y compris au niveau mondial, système de compensation d'émissions de carbone pour les avions. Mais je dis que chaque mode de transport a sa pertinence. Et ce que je constate, c'est que pendant 6 mois, on nous a dit qu'il fallait en finir avec l'avion, et que quand malheureusement nous avons eu les difficultés avec Aigle Azur et XL Airways, les mêmes personnes sont venues me voir pour me demander de nationaliser Aigle Azur ou XL Airways. Pas les mêmes, non. Pas les mêmes, mais souvent. Non, mais vous seriez surpris. C'est un mouvement dont vous pensez qu'il peut prendre de l'ampleur et mettre en difficulté l'industrie aéronautique ? Mais je ne le souhaite pas. Moi, je crois qu'il faut faire la transparence sur le fait que chaque système de transport, effectivement, émet des pollutions, trouver les systèmes pour les compenser et, quelque part, poser la règle que chaque système est complémentaire les uns avec les autres. Je prends par exemple Aurillac ou même Limoges. Ce sont des territoires qui sont très enclavés. Nous avons mis en place... C'est votre terre d'élection, voilà. Nous avons mis en place... Notamment, nous avons mis en place des lignes d'aménagement du territoire pour désenclaver, y compris par l'avion. C'est complémentaire avec ce qui se fait avec le train et ça correspond à un autre besoin, notamment le besoin de déplacement des entreprises. Je crois qu'il ne faut pas opposer les modes de transport entre eux et puis il faut que chacun... Les opposer, mais il y en a certains qui sont contestés. Oui, voilà, c'est comme mais ça. Quand vous faites, prendre en compte ça. Aujourd'hui, si vous allez à Limoges ou à Aurillac, vous faites l'aller-retour en 7, 8 ou 9 heures par jour. Vous avez des besoins pour ces territoires de désenclavement et ce besoin de désenclavement, il passe aussi par des solutions aériennes. Ce que nous avons tenté de faire, c'est que chacun, finalement, contribue à la hauteur du dommage qu'il fait à l'environnement. Ça, je crois que c'est une position saine, mais opposer les modes entre eux, c'est assez démago et je crois que ça ne correspond pas aux besoins qui sont exprimés dans les territoires. Ce mandat de député que vous avez conquis en 2017 signait votre entrée dans la vie politique. Avant, vous n'aviez pas forcément d'activité politique, vous étiez dans la société civile. Vous êtes de gauche, de droite, puisque quand on est à la République En Marche, on ne sait pas trop. Non, moi j'ai une famille de gauche. J'avais même une grand-mère très engagée au Parti Socialiste dans les années 70-80. Donc j'ai cette culture politique de gauche, mais je ne m'étais jamais encarté. Et d'ailleurs, je ne m'étais jamais retrouvé dans aucun des systèmes politiques qui étaient proposés à l'époque. J'avais rencontré Emmanuel Macron en 2015 et j'avais été assez convaincu que cet homme comprenait les évolutions assez majeures de la société. C'est ce qui m'avait donné envie de suivre son aventure politique. Culture de gauche, comment avez-vous réagi quand vous avez vu cette une qui a beaucoup fait parler, celle de Valeurs Actuelles? Le président de la République accorde une longue interview à Valeurs Actuelles consacrée à l'immigration, tête à tête avec Macron, et beaucoup de gens ont dit Valeurs Actuelles quand même, un hebdomadaire qui est au confluent de toutes les droites et plutôt à la droite de la droite. C'est curieux de parler dans un magazine comme ça. Vous êtes dit quoi, vous? Alors d'abord, j'ai lu l'interview, qui est une interview qui est très équilibrée sur le fond et qui dit beaucoup de choses. Et je pense que... C'est le choix du média qui est... c'est le choix du média. Et je crois qu'on a raison d'aller se confronter aux gens qui contestent vos idées. Et donc je crois que le président a eu raison. On sait très bien que Valeurs Actuelles est très loin d'un certain nombre d'idées sur le plan sociétal que nous portons. Il a eu raison de le faire. Et dans le moment où on fait la confusion entre plein de sujets sur le voile, l'immigration, la laïcité, la neutralité dans l'espace public, je crois qu'il a raison de prendre le temps. Vous ne partagez pas l'émotion de ceux qui ont dit parler à Valeurs Actuelles comme ça? Non, moi je dis aux gens qui partagent l'émotion de lire l'article et de se faire une idée sur le fond de ce que dit Emmanuel Macron. Puisque vous avez évoqué le voile, votre collègue au gouvernement, Jean-Michel Blanquer, dit « le voile n'est pas souhaitable en France ». Vous êtes d'accord avec cette phrase ou vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase? Moi, je comprends le sous-jacent de Jean-Michel Blanquer qui dit on peut s'interroger sur le voile comme indice d'émancipation ou de soumission de la femme. Je comprends ce débat intellectuel. D'autant que quand vous voyagez un peu, j'ai eu l'occasion de le dire, vous allez en Iran, vous allez en Arabie Saoudite, les femmes sont plutôt dans une phase de dévoilement, pour le dire comme ça. Et donc vous êtes d'accord avec sa formule? Non, ce que je veux dire, c'est que la très grande majorité des femmes qui se voilent en France, elles se voilent en toute liberté. C'est ça la réalité. Et donc vouloir faire le bien des femmes françaises qui se voilent et qui le choisissent quelque part pour elles-mêmes, ça me paraît toujours être une entreprise un peu compliquée. Donc je pense que la loi... Le voile n'est pas souhaitable. C'est pas ce que je dis. Je dis la loi telle qu'elle est conçue, c'est ce qu'il dit lui, et la loi telle qu'elle est conçue, je crois, correspond assez bien au cadre de la neutralité de l'État en France. Voilà, merci Jean-Baptiste Djebari d'être venu dans la matinale d'LCI pour évoquer la situation très difficile à la SNCF en ce week-end de 1er novembre.